Bonsoir, donc bienvenue à notre deuxième webinaire sur la question de la gestion des crises et des tensions à l'officine. Donc, nous allons déjà dans un premier temps exposer le contexte que vous connaissez tous parce que nous sommes tous pareils. Donc, je veux dire que nous avons constaté que la crise sanitaire n'a fait que rajouter une pression à celle qu'on avait déjà parfois dans le quotidien, même sans crise. Et donc, tout cela vient alourdir encore notre exercice. Sans oublier que le pharmacien maintenant a beaucoup plus un plus large panel puisque nous avons de nouvelles missions qui viennent se rajouter à ce que nous faisions déjà. On parle de la vaccination et on parle en plus de la nouvelle convention qui arrive et qui va encore ajouter de nouvelles tâches aux pharmaciens, à l'équipe officinale. Et qui font qu'on se retrouve avec une charge de travail qui est beaucoup plus conséquente que celle que nous avions auparavant. Donc, sans parler des changements au niveau réglementaire. On comprend bien qu'il y a une forme de pression supplémentaire sur notre exercice. Je ne reviens même pas sur l'obligation vaccinale qui n'a fait, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, malheureusement dans le sens négatif, puisque cela peut conduire pour certaines officines à une perte au niveau du nombre de collaborateurs, sans parler de la pression que ça exerce au niveau du relationnel entre le pharmacien et son équipe. Particulièrement quand on a une équipe qui est opposée à l'obligation vaccinale, ou alors qui s'est sentie contrainte de le faire et puis qui fait peser toute cette contrainte sur le pharmacien titulaire alors qu'il s'agit d'une nouvelle loi. Et donc, tout cela, ce sont des poids en plus que nous vous avons apportés. Donc, comme vous avez dû voir, mais en tout cas, sur les 50 dernières années, on n'a jamais eu en officine autant de choses à gérer, autant de problèmes à gérer. Et donc, malheureusement, cela vient compliquer notre exercice. Donc, nous espérons vous apporter des réponses un petit peu plus concrètes donc ce soir pendant notre webinaire. Et donc, les conséquences, vous les connaissez tous, malheureusement. Les conséquences que ça a, ne serait-ce que sur déjà notre morale, parce qu'il y a une fatigue, il y a une fatigue morale au niveau des équipes. Le titulaire peut-être encore plus, mais des équipes de préparateurs ou d'autres collaborateurs sont aussi impactés. Sans parler des patients. On se retrouve avec des patients qui sont beaucoup plus exigeants, qui sont moins patients. Donc, c'est pas un jeu de mots, mais en tout cas, on a une agressivité au comptoir qui est exacerbée, que ce soit au comptoir, même parfois au sein de l'équipe, ne serait-ce que sur la question de l'obligation vaccinale. Et tout cela engendre des problèmes de communication à tous les niveaux, que ce soit entre nous, dans nos équipes, ou encore avec les patients. Donc, Ludovic, je vous laisse continuer pour nous exposer les différentes solutions qui s'offrent à nous, puisque nous allons voir avec vous déjà certains mécanismes qui vont ensuite vous permettre de mieux gérer le relationnel, déjà avec l'équipe. Et puis, par la suite, sur la suite de notre présentation, nous allons aborder le relationnel avec les patients. Et malheureusement, tout à la fin, nous verrons également quoi faire en cas d'agression, que ce soit physique et malheureusement verbale ou malheureusement physique, je voulais dire. Merci Ludovic de nous expliquer ce que c'est que les biais cognitifs. Donc, bonsoir à tous. Donc, les biais cognitifs, c'est assez simple. C'est toute une série de biais qui jouent dans notre pensée et qui font qu'on va avoir des mécanismes qui font que vous, moi, tout le monde, patient évidemment, vont des attitudes qui vont conduire à certains comportements. Par exemple, on peut citer les biais cognitifs
qui ont poussé environ 20 à 40% des Français qui remettent en doute l'efficacité des vaccins. Alors là, je ne parle pas du Covid, hein, on parle des vaccins en général. Donc cette attitude vis-à-vis de la vaccination peut évidemment s'expliquer par justement ces biais cognitifs. Et donc ces biais, ils vont intervenir dans la prise de décision et c'est complètement inconscient. Donc c'est un mécanisme de pensée inconscient qui est déterminé par notre culture, notre âge, nos croyances, nos fréquentations et qui influence de nombreux choix que nous devons faire au quotidien. Voilà. Et donc évidemment, les biais cognitifs de vos patients ou de chaque patient séparément ne seront pas forcément les mêmes que les vôtres. Et donc ça peut créer évidemment une source d'incompréhension. Donc ensuite, il y a aussi, on va passer rapidement dessus, vous en avez certainement entendu parler dans les médias, puisque c'est une expression qui a été, enfin en tout cas une notion qui a été reprise assez fréquemment, notamment pendant le Covid, c'est l'effet de Dunning-Kruger. C'est en clair la tendance qu'ont les gens à surévaluer leurs capacités dans de nombreux domaines, particulièrement quand les domaines sont mal connus. Donc en fait, on va se contenter de lire un ou deux articles. Par exemple, là, on peut prendre le Covid, sur les vaccins contre le Covid, et on a l'impression d'avoir un gros niveau de compétence, puisqu'évidemment, on a appris des choses en lisant un ou deux articles. Alors, si ce n'est pas les bons articles, forcément, ça biaise encore plus les compétences qu'on a. Et en fait, plus les chercheurs, notamment, c'était le cas vraiment au début de la crise Covid, plus ils cherchaient, et au début, plus ils se rendaient compte qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Alors évidemment, maintenant, ça a changé. Mais si on prend par exemple la physique quantique, si vous lisez 2 articles dessus, vous aurez l'impression de connaître beaucoup. Alors qu'un chercheur qui cherche dans ce domaine depuis 10 ans, il va vous dire, écoutez, ce domaine, la physique quantique, c'est tellement vaste, tellement compliqué, que finalement, moi, au bout de 10 ans, j'ai l'impression de ne pas savoir grand-chose. Voilà, donc c'est ça ce fameux effet de Dunning-Kruger. En gros, les gens, ils savent mieux que les professionnels, quoi. Exactement, voilà. Et donc, ce qui est important, c'est évidemment, c'est d'informer les patients. Alors voilà, donc c'est toujours important de savoir que d'argumenter avec quelqu'un qui est convaincu, ça sert à rien. C'est un peu, voilà, c'est comme prêcher dans le désert. La personne ne va jamais, celui qui est 100% anti-vax, par exemple, il va jamais être pour la vaccination, il va même pas entendre ce que vous voulez lui dire. Voilà. Mais par contre, vous pouvez quand même essayer d'amener des arguments raisonnés, scientifiques, voilà, donc sur certaines autres maladies. Donc en plus, là, la vaccination va être ouverte, est déjà ouverte sur d'autres spécialités, sur d'autres maladies. Donc forcément, vous allez avoir de nouvelles discussions au comptoir et donc de nouveaux arguments à apporter. Voilà, donc c'est important. En fait, on peut un petit peu retourner la chose et dire, c'est ce que font on les appelle comme ça, notamment les anti-vax, on les appelle les marchands de doute. Donc vous aussi, vous pouvez quand même instiller le doute chez les patients et ils vont se dire, peut-être que mon pharmacien a quand même raison, ou en tout cas, qu'il a un début de raison. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien voir. Donc globalement, tous ces biais entraînent un certain nombre de comportements. Et donc, dans votre équipe aussi, il y a un certain nombre d'outils RH à utiliser. Donc les réunions d'équipe, les entretiens annuels, rémunération variable, prime exceptionnelle, prime Macron. Donc ça, je vais rentrer dans les détails. Alors, une première chose qui est vraiment très importante, c'est les réunions d'équipe. Alors, il y a un problème de réseau chez Ludovic. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va se reconnecter. Et donc, pour la question des réunions d'équipe, il s'agit de prendre le temps d'échanger avec les collaborateurs et donc de se couper du rythme de base de travail de l'officine pour se concentrer sur un projet. Et effectivement, comme on le note, il se trouve que, paradoxalement, c'est quand on a le plus besoin de se retrouver
pour des échanges que nous avons malheureusement le moins de disponibilité, puisque forcément, quand on est débordé, ça laisse moins de temps pour se retrouver avec les collaborateurs. Néanmoins, c'est réussir quand même à trouver ce temps pour pouvoir donc faire le point avec les collègues et donc toujours en organisant ces réunions, donc en définissant un thème, l'idéal étant de rester dans des durées quand même convenables. Là, comme nous-mêmes à l'URPS, nous tentons de faire, c'est-à-dire que le but, c'est que les réunions soient courtes mais efficaces, puisque une réunion qui déborde, donc c'est sûr qu'il y a quand même une organisation qui n'est pas liée qu'à la pharmacie. Vous avez une vie personnelle, vous avez vos activités, et donc déjà la durée des réunions, c'est important. Et l'idéal aussi, c'est la fréquence, de pouvoir garantir une fréquence pour ces échanges. Et l'autre point, c'est de noter ces temps de réunion en temps de travail. Donc, que ce soit des heures à rattraper, que ce soit des heures supplémentaires, mais que ce soit utilisé, que ce soit compté sur les heures travaillées des collaborateurs. Eh bien, nous avons un autre levier aussi, donc l'entretien individuel. Donc, cet entretien individuel va permettre de consolider également le rapport que l'on a avec chaque collaborateur, en dehors donc déjà de la réunion de groupe. On va donc pouvoir échanger de façon un peu plus ciblée avec chacun des collaborateurs de l'officine. Donc, effectivement, on a donc le collaborateur avec toutes ses attentes, avec ses faiblesses, ses forces. Ludovic est de retour. Et puis, donc, l'entreprise avec ses projets, ses besoins. Et il s'agit évidemment de trouver un savant équilibre entre les deux pour que personne ne se sente lésé, enfin, surtout le collaborateur, mais qu'en même temps, l'entreprise continue à fonctionner et à atteindre ses objectifs. Donc, je vous laisse continuer, Ludovic. Mais en tout cas, voilà, on vient de parler de l'entretien individuel qui est également le levier à actionner pour permettre une sérénité dans les échanges enfin améliorer en tout cas les échanges avec les collaborateurs en dehors de la réunion de groupe. Exactement. Et alors, ce qui est important sur ça, c'est de bien distinguer les deux. Que la réunion d'équipe, et ça on se met vraiment finalement assez souvent dans la grande majorité des officines qui ont maintenu les réunions d'équipe, elles ont réussi, elles sont mieux sorties en termes de dynamique humaine. Donc les officines qui ont, malgré le contexte très difficile, malgré le nombre de missions à accomplir, les dépistages, tout ça, ceux qui ont quand même réussi à maintenir de temps en temps une petite réunion d'équipe, même si c'était que 30 minutes, 45 minutes, s'en sont mieux sortis parce que ça a maintenu quand même la cohésion d'équipe. Et donc ça, évidemment, souvent quand on est dans le jus complet, quand on a plein de travail, en plus on a peut-être un collaborateur qui ne vient pas, on a tendance à vouloir dire oui, j'ai pas le temps. Les collaborateurs vont dire on n'a pas le temps, mais c'est justement là où on a le plus besoin de cette réunion d'équipe. Donc ça, c'est quelque chose où il faut y penser. Quitte vraiment à dire ok, on ferme une demi-heure l'officine, vous mettez une petite affiche en disant voilà, on est désolé, on est fermé pendant une demi-heure, pendant 45 minutes. Vous essayez de le faire vraiment à une heure creuse, quitte à refouler 3-4 patients, mais ça va vous créer ce lien. Ce qui est important aussi maintenant sur les semaines à venir, c'est de faire aussi un point sur le retour à la normale. Donc, suite à la question Covid, c'est savoir est-ce qu'on a encore un rôle à jouer, notamment par exemple à la rentrée, sur par exemple une 4e dose. On va dire que oui, effectivement, on est sorti de la période la plus sensible. La plus grande vague de carence, c'était notamment en novembre, en décembre, en janvier. Mais il faut quand même peut-être anticiper une nouvelle vague, peut-être qu'il y aura quand même encore une 4e dose, notamment sur une partie de la population les plus fragiles, à la rentrée. Puisqu'il va falloir voir comment maintenant tout ça va évoluer, puisque le Covid n'a pas disparu. Alors, il n'y aura peut-être certainement plus une aussi grosse vague de dépistage, mais quand même, il faut quand même prévoir ça. Et alors,
On en reparlera en effet dans l'organisation de l'officine par rapport aux différentes tâches. On en reparle tout à l'heure. Exactement. Et Voilà. alors, il y a aussi une chose encore à appréhender, et c'est pour ça que l'entretien individuel va vraiment être très bien pour ça, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de collaborateurs, voire beaucoup de collaborateurs, qui ont été fragilisés après cette période. Parce qu'on sort quand même de 2 années très, très compliquées. Grosse charge de travail, beaucoup sont épuisés, il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Il y a plus de tensions avec les patients au comptoir, entre les collègues, il peut y avoir des fâcheries avec les collègues. Donc, les profils les plus fragiles n'ont pas forcément craqué pendant la période de crise, ils ont répondu présent, mais ils peuvent craquer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et donc, il y a des salariés qui spontanément vont pousser la porte de votre bureau, qui vont dire, voilà, moi ça va pas, je suis fatigué, je suis crevé, j'ai besoin de vacances. Enfin, il y en a qui vont le faire spontanément, qui vont chercher le dialogue, mais il y en a un certain nombre qui, en fait, du jour au lendemain, ils vont dire, j'en peux plus, j'en ai marre, ils vont claquer la porte et vous n'arriverez plus à les retenir. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment cet entretien individuel, donc non seulement il est obligatoire, mais en plus, il va vous aider vraiment à poser des questions très directes. Donc l'idée, c'est au niveau individuel de dire comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu vas bien. Et il y a aussi Oui. une autre question, voilà, et ça c'est vraiment important, juste cette question-là. Ensuite, il Ça, faut aussi aborder il ne faut pas avoir peur d'aborder le thème de la rémunération en demandant si le collaborateur est satisfait. Alors évidemment, vous n'allez pas forcément sortir tout de suite le chéquier, c'est pas l'objectif. Mais il faut quand même, forcément, globalement, les gens vont toujours vous dire je ne suis pas satisfait de ma rémunération, je veux gagner plus. Mais l'idée, c'est de voir quand même comment c'est. Parce que il y a quand même une question de dire le salarié, si vous le récompensez un petit peu, il va dire ok, j'ai beaucoup travaillé, j'ai trimé comme un âne, mais peut-être que s'il envisage de partir, il va se dire ah ben, si j'ai un peu plus, c'est peut-être mieux, et donc il faut voir à votre niveau ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc l'entretien peut aussi ne pas forcément être très formel, mais il faut vraiment voir où sont vos collaborateurs. Il ne faut pas minimiser l'importance de ce temps de dialogue, puisque on est quand même dans un marché sous tension au niveau du recrutement. Même si la situation a tendance à un petit peu s'améliorer, on reste quand même sur un marché avec une demande très forte et une offre finalement assez faible. Donc l'idée, c'est quand même aussi de fidéliser, de conserver les salariés. Voilà. bien sûr. C'est ça qu'il faut. Et Oui. voilà, parce que nous prenons en effet en compte les salariés, mais il y a également nous-mêmes. Hein. Je veux dire qu'un salarié qui est satisfait, c'est peut-être aussi déjà parce que son employeur est à même de lui parler avec le plus de sérénité possible. En fait, pourquoi je parle de ça, c'est pour dire que s'occuper du salarié, c'est une chose, mais s'occuper du pharmacien aussi, du pharmacien titulaire, c'est important, afin que un pharmacien titulaire épanoui va forcément permettre à son équipe d'être plus détendue également. Et c'est pour vous dire que nous avons pour le titulaire, parce qu'on a parlé du collaborateur, mais pour le titulaire également, nous avons la possibilité d'être écoutés. Et Dovic, je vous laisse expliquer comment ça se passe pour le titulaire. Oui, donc là aussi pour le titulaire, évidemment, il y en a certains d'entre vous qui ont rencontré des difficultés. Donc l'URPS pharmacien va vous proposer aussi une hotline qui sera active à partir du 1er juin 2022. Alors le numéro n'est pas encore affiché parce qu'il est encore en cours d'attribution, mais l'URPS communiquera là-dessus, donc notamment Léa qui vous enverra une communication là-dessus. Donc l'idée, c'est de créer une cellule d'écoute et d'accompagnement qui est financée par l'URPS et qui est destinée à répondre aux questions pratiques et aux difficultés quotidiennes que vous rencontrez dans vos officines. Voilà. Donc vous pourrez faire votre demande d'assistance par message. Alors ça sera certainement très simplement sur WhatsApp. Donc ça, justement, voilà, on est encore en train de finaliser les dernières modalités. Vous aurez accès aussi évidemment à une adresse mail et aussi, et ça vous pourrez contacter directement aussi sur le site de l'URPS.
Et donc, vous aurez un consultant qui vous répondra dans les 12 heures. Voilà. Parce qu'une équipe qui se porte bien, c'est aussi un titulaire qui se porte bien. Forcément, les deux vont ensemble. Donc, pour être à même d'écouter vos collaborateurs, il faut déjà que vous-même, vous soyez disponible mentalement. Donc, je pense que c'est important qu'on prenne aussi en considération la santé mentale du pharmacien titulaire. Exactement. Donc, évidemment, sur tout ce qu'on vient de dire, évidemment, il va y avoir aussi des conflits à gérer. Voilà. Soit dans l'équipe, soit évidemment au comptoir. Et ça, clairement, alors, il y a notamment une méthode qui est la méthode DESC. Donc, c'est 1, décrire les faits, 2, exprimer le désaccord et l'émotion, 3, suggérer des hypothèses, et 4, conclure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la méthode. Et ce qui est vraiment important, c'est de mettre en lumière ce qui facilite ou entrave la relation à l'autre. Donc, il faut toujours se dire qu'est-ce qui est en jeu chez nous. Donc, on va concentrer notre attention sur voilà, qu'est-ce qui est en jeu chez moi, qu'est-ce qui est en jeu chez l'autre. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faut réfléchir à notre intention. Donc, est-ce qu'on veut continuer à jouer à qui a tort, qui a raison, ou est-ce qu'on veut rétablir le lien et ou sortir du conflit? Et d'expérience, je peux vous dire que la meilleure chose à faire, c'est justement de rétablir le lien et ou de sortir du conflit. Puisqu'au final, si vous avez un client qui est très très agressif face à vous, évidemment, votre première intention, c'est de sortir du conflit. Voilà. Et c'est pareil pour votre collaborateur. Donc, il y a une gestion des priorités à avoir. Donc voilà, donc c'est la pyramide des priorités. Donc évidemment, dans l'absolu, vous avez tous envie d'être reconnus dans votre rôle de professionnel de santé. Donc c'est tout en haut de la pyramide. Sauf que quand vous êtes au point de devoir éviter une agression physique, tout ce qui est au-dessus de la pyramide, eh ben, c'est difficile, difficile à atteindre, voire inatteignable. Donc, ça veut dire que dans le cadre d'un conflit, il vaut mieux sacrifier un objectif difficile à atteindre pour justement éviter l'escalade. Voilà. Donc, par exemple, il vaut mieux au final concéder une dispensation qui n'est pas complètement dans le cadre réglementaire que de risquer une agression physique. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de. Alors, c'est pas forcément facile à appréhender, mais des fois, il vaut mieux dire ok, ben, je respecte pas une règle, une réglementation, mais je vais éviter que le patient fasse une énorme esclandre au milieu de ma pharmacie, qui me pourrisse sur les réseaux sociaux, ou pire, qui m'agresse ou qu'il agresse un de mes collaborateurs. Voilà, donc ça, alors là, j'ai pas, parce que là, Ludovic, c'est limite quand même. Évidemment, sur cet exemple, c'est peut-être pas limite, Léa, parce que bon, on va pas faire n'importe quoi parce que les gens. Évidemment, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, mais il faut toujours se rendre compte que parfois vous n'avez pas vraiment le choix. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un de très très violent face à vous, et ben à un moment donné, votre seule envie et puis votre seul intérêt, c'est que la personne quitte l'officine. Et pour qu'elle quitte l'officine, ben, des fois, voilà, il faut savoir céder. C'est pas. Bon, après, il y a les gendarmes aussi. Hein. Oui, évidemment, ça vous pouvez aussi le faire. Donc, voilà. Parce que c'est juste, parce que c'est vrai que là-dessus, il ne s'agit pas non plus de conforter quelqu'un dans ce que je voudrais dire, c'est que la personne peut très bien se dire, effectivement, ben, quand je suis agressif, ça fonctionne, et puis elle pourrait recommencer en se disant, tiens, ben, j'ai trouvé un levier que je vais peut-être actionner encore une fois si j'ai un besoin. C'était ça. Rien ne vous empêche derrière, évidemment, de déposer plainte, de notifier. C'est ça, hein, puisque que la personne. Voilà. Mais on parle toujours évidemment d'une situation extrêmement tendue et d'une situation immédiate. Voilà. C'est-à-dire que si ça vous évite de vous faire frapper, par exemple, ou d'avoir votre pharmacie à moitié saccagée, ben des fois, il vaut mieux céder sur ça. On parle de cas très extrêmes. Ouais, évidemment. Hein, on ne parle pas de quelqu'un qui va juste s'emporter. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc, voilà. Donc ensuite, là aussi, un rôle
qu'on a parfois tendance à oublier, c'est évidemment d'avoir le rôle du médiateur. Et donc là, jouer les médiateurs, c'est faire en sorte d'être complètement neutre. Donc ça veut dire que l'objectif, là aussi, c'est de désamorcer une situation conflictuelle dont le collaborateur ne parvient pas à s'extraire. Alors, lorsqu'on est soi-même médiateur, c'est une chose très importante. Alors, je sais que c'est extrêmement difficile de se placer de ce point de vue, mais l'objectif et l'erreur à ne pas commettre, c'est justement de ne pas faire bloc avec son collègue contre le patient. Voilà. Alors, je m'explique. L'idée, c'est que, par exemple, on va venir voir le collaborateur. Vous avez normalement, voilà, quand il y a une situation très tendue, en général, vous ou un de vos collaborateurs va l'entendre. D'accord? Donc, vous savez globalement de quoi il en ressort. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir ce collaborateur et d'aller voir le patient et de dire au patient, écoutez, je vois qu'il voilà, je vois qu'il y a un souci, voilà, et vous reprenez un petit peu du début. Et l'idée, et ça, c'est pour ça que c'est vraiment important aussi, notamment dans cette période tendue, d'avoir cette discussion, ben voilà, peut-être dans une prochaine réunion d'équipe, d'expliquer à vos collaborateurs, de dire, voilà, si jamais moi j'interviens en tant que médiateur dans une situation vraiment tendue, l'idée, c'est pas que tu perdes la face. Et au final, on s'en fiche de qui a raison, de qui a tort. Moi, je viens juste, ou ça peut être l'inverse aussi, hein, ça peut aussi être un de vos collaborateurs qui vous sort vous, qui sort un de ses collègues d'une mauvaise passe. L'idée, c'est de dire, on veut sortir du conflit. Voilà. Et donc, ça peut là aussi vouloir dire, bah, on va peut-être sacrifier quelque chose. On peut faire une entorse, voilà, au droit, à la règle, si ça permet vraiment de calmer la situation. C'est ce qu'on disait avant. Et donc, l'idée, c'est pas de dire, voilà, moi, j'accepte pas qu'on crie dans ma pharmacie, je n'accepte pas votre façon de faire, vous êtes agressif. Non, puisque là, vous allez en plus rentrer dans le conflit, vous allez l'envenimer. L'idée, c'est de dire, voilà, euh, vous pouvez dire, vous avez le droit de vous exprimer aussi dans ces termes en disant, écoutez, je ne comprends pas pourquoi, voilà, pourquoi vous agressez mon collaborateur, je ne comprends pas pourquoi voilà, moi, ça me gêne personnellement la façon dont vous me parlez, mais je peux vous comprendre. Voilà. Et vous essayez de vraiment, voilà, de nouer le dialogue. Et après, l'idée, c'est, vous voulez que la personne sorte de votre officine. C'est ça le but principal. Que la personne sorte rapidement de l'officine et que vous puissiez rapidement passer à des patients qui sont plus sympas et voilà, et ceux que vous avez envie vraiment de servir. Mais vous êtes obligé évidemment de servir tout le monde, il n'y a pas de discrimination, mais évidemment à un moment donné, la personne qui fait vraiment une esclandre au milieu de la pharmacie, il faut arriver à s'en débarrasser assez rapidement. De toute façon, la personne qui est au DRI, c'est la plus mauvaise pharmacie que j'ai jamais vu des personnes aussi incompétentes. De toute façon, c'est quelqu'un que vous avez globalement perdu et vous savez que derrière, il peut y avoir un risque qui vous pourrisse sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc l'idée, c'est quand même de le calmer au maximum. Voilà. Et donc, sortir du conflit en bref, c'est on évalue la situation, que cherche l'autre, est-ce qu'il cherche à obtenir quelque chose, est-ce qu'il cherche à ne pas perdre la face, est-ce qu'il cherche à me défier, est-ce qu'il cherche à transgresser les convenances. Donc il faut quand même savoir que dans 90% des cas, la personne n'a rien contre vous personnellement. Elle a quelque chose contre le système de santé en général, mais vous êtes un représentant du système de santé. Voilà. Donc c'est surtout ça. Si vous rencontriez la personne ailleurs, dans un autre contexte, elle serait certainement même très sympa et vous auriez aucun problème avec la personne. Sauf que là, vous l'avez dans l'officine, elle a un problème contre le système de santé, peut-être qu'elle a une journée difficile aux urgences ou peu importe, elle a peut-être un passif assez compliqué, donc voilà. Et donc l'idée, c'est toujours de se positionner professionnellement. Donc c'est sourire. D'ailleurs, on a mis le point éviter l'émotivité, relativiser l'agression en dernier, mais en fait, c'est ce qu'il faudrait mettre en premier. C'est vraiment de dire, OK, la personne n'a rien contre moi. Personnellement, elle a quelque chose contre ma profession ou contre le système de santé en général. Et donc, ça vous aide aussi à relativiser pas mal ce qui se passe. Sourire, ça aide toujours. Voilà. Peut-être que, effectivement, la personne euh, n'a rencontré que des murs toute la journée, des gens qui voilà qui n'ont pas essayé de comprendre. Donc juste le fait de sourire, de reformuler sa demande pour bien lui montrer, ok, j'ai bien compris ce que tu veux. Voilà,
ça peut déjà désenclencher un petit peu, désamorcer un petit peu son agressivité. Ensuite, il faut poser sans jugement et sans agressivité des limites à l'autre. Donc là aussi, vous pouvez dire, voilà, je ne comprends pas trop, voilà, pourquoi est-ce que là, maintenant, vous faites une telle esclandre dans ma pharmacie. Mais il ne faut surtout pas, par exemple, dire moi, je ne parle pas aux gens agressifs. Voilà. Ça, faut pas être comme ça. Ça ne passera absolument pas. Et donc, au besoin, voilà, exprimer la manière dont la situation est vécue de votre côté, exprimer votre position sans juger, sans agresser, d'un point de vue factuel. Voilà. Donc ça, il faut vraiment toujours rester factuel, professionnel. Et donc voilà, si l'agressivité persiste, si l'agression persiste, ben voilà, dans ce cas-là, passez la main à vos collaborateurs, à votre adjoint, avec un tiers neutre, comme on l'a vu juste avant. Alors, une autre clé qui va s'offrir à nous, c'est déjà au niveau de notre organisation, puisqu'effectivement, on a un certain nombre de tâches à effectuer et nous avons des collaborateurs pour effectuer cet ensemble de tâches. Et donc, quelles sont les alternatives que nous aurons par rapport au fait d'être débordés par rapport au travail que nous avons, du fait qu'il n'y ait pas forcément non plus une balance équilibrée entre la charge de travail et le nombre de collaborateurs. Donc, nous allons vous exposer déjà des outils, donc des outils en interne, donc dans notre organisation, donc que ce soit de l'automatisation ou de l'informatisation. Un très bon exemple est le fait que pour CIDEP maintenant, on est directement sur certains logiciels la possibilité de saisir les résultats et on voit tout de suite l'intérêt d'avoir l'informatique qui nous aide. Et en plus de ça, évidemment, on l'a mis en 3, mais la première solution, c'est l'augmentation de la masse salariale. Mais ça, c'est pas toujours évident de le faire. Et donc, les 2 premiers points qu'on vous expose permettent au moins déjà, malgré une masse salariale qui ne serait peut-être pas en adéquation, de quand même réussir à prioriser et à effectuer les tâches les plus importantes. Et donc, même au niveau des horaires, ça enfin, on va continuer à développer les diapos, mais en tout cas, sur celles qui vont suivre, au niveau des horaires, nous verrons aussi quelles sont les petites éventuelles astuces. Donc, bien entendu, l'informatisation, comme je vous disais, c'est l'un des leviers, l'automatisation également. Donc, de plus en plus de pharmacies sont équipées de robots. Alors, je n'ai pas pris dans l'ordre, je vais reprendre dans l'ordre de la diapo, tant qu'à faire. Donc, par exemple, pour les tests antigéniques, beaucoup de pharmacies utilisent des plateformes de prise de rendez-vous. Pour les tests, par exemple, les patients peuvent directement sur certaines applications pré-remplir leur dossier pour faciliter après le rendu des résultats quand ils arrivent à la pharmacie. Et nous avons également la mise en place de plages sans rendez-vous qui peut être une très bonne alternative parce que le fait de finalement recevoir les patients à la demande va décharger de la gestion d'un planning ou d'un agenda qui finalement lui aussi prend du temps. Je veux dire que noter le rendez-vous de quelqu'un, vérifier qu'il est là à l'heure, ça prend du temps alors que des fois, finalement, en recevant la personne quand elle arrive, certes, il faut être au taquet quand elle est là, mais on gagne le temps de la prise de rendez-vous en moins. Donc, évidemment, les indications en plus qui seront données aux patients vont permettre de mieux orienter leur trajet dans l'officine et puis qu'ils aient les informations pour pouvoir ensuite être pris en charge plus rapidement. Que ce soit pour la vaccination, les dépistages, comme par exemple des messages téléphoniques, bon, même si les patients ils n'écoutent pas forcément, mais en tout cas, quand on a des messages d'accueil téléphonique qui donnent déjà des indications, évidemment, c'est un plus que de ne pas en avoir du tout. Même si les patients n'écoutent pas toujours, mais ce sera toujours mieux que rien. Alors, concernant la CARSAT CGSS Ludovic, vous pouvez nous donner des précisions? Oui, alors, donc sur la robotisation, évidemment, ça a un coût très important, mais ça va être un sujet qui va devenir de plus en plus sensible parce qu'évidemment, ça permet de libérer du temps en comptoir.
Ça permet aussi de répondre à de nouvelles obligations, telles la sérialisation. Donc, c'est cette fameuse loi de l'Union européenne. C'est une obligation, hein. Et la France est très, très en retard dans cette sérialisation. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, évidemment, le robot, pour l'instant, la sérialisation, c'est que pour les prescriptions obligatoires, mais c'est quelque chose qui est amené à se développer. Alors, le robot, il va déjà gérer ça, puisque la plupart des produits sont dans le robot, notamment pour ce qui est, voilà, pour tout ce qui est courant, ça va être dedans. Et donc, il va gérer ça automatiquement. Alors, il existe des possibilités d'obtenir des financements. Donc, voilà, comme on vous l'a mis, on peut avoir jusqu'à 25 000 euros. Alors, c'est des dossiers qui sont un peu techniques, mais il y a justement cette possibilité de libérer des enveloppes. Alors, en général, les enveloppes sont destinées à gérer les troubles musculo-squelettiques. Alors, ça reste compliqué de monter les dossiers, mais c'est tout à fait possible. Et Voilà, puis, on a monté quelques dossiers. Et c'est bon de savoir que c'est possible. Voilà, notamment en métropole. Il y a déjà beaucoup d'organismes qui ont été financés par ces instances, puisqu'on a quand même de la manutention quotidienne aussi en officine. Il y a du port de charge. Alors, par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit un ergonome qui fasse cette observation. Donc, c'est assez important. Vous ne pouvez pas avoir les financements sans l'appui d'un dossier d'ergonome. Voilà. Il faut aussi savoir que c'est souvent dépendant des enveloppes annuelles. Donc de candidater sur ce genre de choses on va dire de janvier à juin, vous avez plus de chances d'y arriver qu'après, qu'en deuxième partie d'année, parce que les financements peuvent être épuisés. Voilà, donc ça, c'est un petit conseil, c'est si vous voulez monter un dossier comme ça, faites-le plutôt en début d'année, vous aurez plus de chances que ça passe. Merci Ludovic. Merci pour les explications pour la CARSAT CGSS. Et puis évidemment, le bureau IRPS est là, hein, donc puisqu'on vous donne évidemment on vous donne des astuces. Et si toutefois vous souhaitez un accompagnement, vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser par la suite pour qu'on puisse donner plus d'indications, puisque ce sont des dossiers assez complexes. Et bon, forcément, le temps de notre présentation, on ne peut pas vous donner tous les éléments, mais on vous accompagne en cas de besoin sur ces montages, bien entendu. Et toujours au niveau de l'organisation entre la masse salariale et puis la charge de travail, donc en termes d'organisation interne, c'est de la délégation, hein, ça aussi c'est une astuce, c'est de pouvoir laisser des tâches bien précises à des collaborateurs. Évidemment, le pharmacien qui gère tout seul, ce n'est pas possible sur la durée. Et puis, en termes d'efficacité non plus. Donc, c'est savoir déléguer et former aussi les collaborateurs, par exemple les préparateurs, sur les tests antigéniques, sur la vaccination, sur les autres missions qui vont arriver avec la nouvelle convention. Et puis, aussi pouvoir, en termes de durée de travail et d'organisation, allouer des temps de pause aux collaborateurs pour qu'ils puissent après aussi être efficaces au niveau de leurs tâches. Un autre point va aussi concerner le choix des activités qu'on propose, parce qu'il se trouve que proposer alimenter des EHPAD ou bien faire de la PDA peut être très, très chronophage et on peut être amené, si on se retrouve dans une situation extraordinaire, d'un coup, on peut très bien se retrouver avec près de la moitié de collaborateurs en moins, il va devenir un peu compliqué de continuer à assurer cette mission, que ce soit pour l'EHPAD ou les PDA. Et on peut être amené aussi à sacrifier une partie de ce qui est proposé pour pouvoir quand même assurer, ne serait-ce qu'au minimum au niveau du comptoir. Et dans des cas extrêmes comme ça, on peut ponctuellement, en tout cas déjà, envisager d'enlever certaines activités qui sont chronophages. Et pour compléter ça, des fois, vaut mieux, par exemple, dire « Ok, je livre en retard mon EHPAD, ou je le livre que le lendemain », plutôt que de ne pas servir vos patients au comptoir. Parce que l'EHPAD, alors évidemment, ils vont vous taper sur les doigts, ils ne vont pas être contents, mais ça sera l'EHPAD qui ne sera pas content, et ce n'est pas plusieurs patients, voire des dizaines de patients sur la journée qui seront pas contents et qui peut-être ne reviendront pas. Voilà. Alors, on va accélérer un petit peu, Ludovic, parce qu'on a pris beaucoup de retard.
Et je vous laisse continuer sur la question de la masse Voilà, donc salariale. sur la masse salariale, donc il y a évidemment aussi un vecteur qui peut être important, notamment de façon temporaire, si vous avez justement un collaborateur qui n'est pas là, c'est le recours aux heures supplémentaires supravalorisées. Supravalorisées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, évidemment, les heures supplémentaires sont surpayées d'un point de vue légal, mais vous pouvez très bien aussi dire, OK, ces heures supplémentaires, je vais les payer encore plus. D'accord? Vous pouvez très bien dire, je paye double. Pourquoi? Parce que ça va dire, certains collaborateurs vont dire, OK, je trime, mais finalement, je gagne bien ma vie, je gagne mieux ma vie qu'avant, et je vais pouvoir peut-être m'offrir, voilà, m'acheter ma maison, un terrain, voilà. Donc, il va dire, OK, je vais serrer les dents parce qu'au moins, le fait de bosser beaucoup, ça me rapporte quelque chose, vraiment, d'un point de vue financier. Voilà. Nous avons aussi... pardon. Pardon, évidemment, l'argent, c'est pas la première source de motivation, mais quand on a beaucoup travaillé, ça permet quand même d'arriver à tenir et de dire, OK, je vais m'investir encore un peu plus. Voilà, parce qu'il y a quand même cette rémunération. Et donc, ils savent. Ce qui est important aussi pour vous, c'est de dire, voilà, je sais que c'est dur, je sais que vous avez beaucoup travaillé, je sais qu'on n'a pas pu remplacer, par exemple, voilà, Marie, Nathalie ou Paul qui est parti le mois dernier ou qui est parti il y a 3 mois. On y travaille, mais aussi de dire, voilà, par exemple, si certains acceptent de faire des heures supplémentaires, ça va quand même nous permettre à tous de partir en vacances. Et partir en vacances, c'est quand même quelque chose de très, très important. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager. Nous avons aussi, oui. Sur le recrutement, donc l'astuce, encore une autre, de recruter des apprentis chaque année, puisque ça nous permet d'avoir des collaborateurs qui sont quand même assez rapidement au comptoir. Bon, même si en théorie, l'apprenti n'est pas censé être au comptoir, mais bon, il est quand même sous la supervision du pharmacien, et cela donne une flexibilité sur, par exemple, une maternité ou des congés du reste de l'équipe. Donc, le recours à l'apprenti est une option qu'on peut garder en tête. Bon, évidemment, il faut des candidats sérieux, mais c'est aussi une possibilité, tout comme le fait de recourir à des prestataires, par exemple sur le tiers payant, donc pour pouvoir décharger l'équipe sur des tâches qui ne nécessitent pas forcément, je dirais, une compétence de préparateur, mais qui peut être relative à du secrétariat. Donc, quant au renouvellement, donc maintien plutôt d'un vivier de CV, donc ça, c'est à faire en continu pour que on puisse avoir des options si on est dans une situation de crise, qu'on puisse au moins se rallier à ces options-là. Et pour les tâches qui ne nécessitent pas forcément une formation de préparateur, qu'on puisse aussi prendre peut-être du personnel qui n'est pas qualifié, parce que ce personnel va venir combler des actions qui n'ont pas besoin forcément d'être menées par des préparateurs. Donc, comme vous savez, nous aurons aussi bientôt notre plateforme pour le recrutement. On vous en a parlé à notre première réunion, et c'est en cours. Donc, je vous donne déjà le nom, puisque ça va s'appeler Ma Carrière Santé aux Antilles, donc Macasa, et nous vous donnerons plus de précisions par la suite pour cette plateforme de recrutement. Voilà. Donc, il y a un autre aspect aussi qui peut créer des tensions au sein de certaines officines. C'est voilà, ce qui a été un peu annoncé aussi. C'est la gestion des salariés suspendus. Donc, alors, ça génère des tensions pour plusieurs raisons. Alors, le fait de pouvoir travailler sans être vacciné, et je sais qu'il y a eu des officines où il y a eu justement des allers-retours de certains salariés, puisque pendant une période de 4 mois, suivant une infection à la Covid, on peut travailler. Et donc ça peut susciter des tensions dans l'équipe, parce que ceux qui disent « moi j'ai fait l'effort de me vacciner, je suis convaincu des bienfaits de la vaccination », eh ben, ils vont pas forcément voir d'un bon œil qu'un de leurs collaborateurs qui finalement a été absent pendant quelques semaines, ils vont même se dire voilà, il nous a tous laissé tomber, et donc ils sont pas forcément très contents de voir revenir cette personne. Voilà.
surtout si on sait que la personne, elle refuse ouvertement la vaccination et qu'elle va militer contre la vaccination. Donc, si vous êtes confronté à ce cas, alors, ce qui est vraiment important, c'est de dialoguer en premier lieu avec tous ceux qui sont déjà vaccinés. Pourquoi? Parce que justement, vous savez que ça peut créer des tensions. Donc, il faut vraiment leur expliquer que même si le choix du ou des collaborateurs peut paraître en inadéquation avec les attendus de la profession, la loi vous oblige pour l'instant à les reprendre puisqu'ils sont suspendus et non licenciés. D'accord? Donc, vous avez une obligation légale. Donc, ça, c'est quand même un point important à rappeler à vos équipes. Et ensuite, vous avez aussi une solution pour qu'ils acceptent peut-être un petit peu plus le fait que ces collaborateurs reviennent. C'est de leur dire, écoutez, ces retours, même s'ils sont temporaires, même si ça dure que 3 à 4 mois, c'est quand même une opportunité de bénéficier de plus larges plages de repos, de pouvoir prendre des vacances, et surtout pour la période estivale, parce que ces personnes-là, normalement, elles ont épuisé tout leur quota de congés, elles n'ont plus un seul congé, donc de toute façon, quand elles reviennent, elles n'ont pas le choix, elles bossent. Voilà. Et donc peut-être que ça peut aussi vous permettre de passer un été peut-être un tout petit poil plus tranquille d'un point de vue de vos collaborateurs. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est aussi le salarié suspendu. Il faut aussi lui parler, lui dire, OK, voilà, je ne vais pas juger, je sais ton truc, je ne te juge pas. Par contre, il y a quand même une chose que je te demande, c'est que tu ne vas pas faire du prosélytisme anti-vax, tu ne vas pas te plaindre par rapport à ta situation personnelle vis-à-vis de tes collègues. Bon, après, évidemment, ça, c'est dans un monde idéal, évidemment, parce que bon, mais vous êtes en droit, la réalité est parfois tout autre. Mais bon, évidemment, mais vous êtes quand même en droit de lui demander et de le rappeler à oui, l'ordre si nécessaire. voilà. En effet, en effet. Ça, il faut pas hésiter à le faire. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, ce qui est acté, c'est que pour l'instant, le gouvernement n'entend pas revenir sur l'obligation vaccinale et il n'y a pas de consigne quant au contrat suspendu. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur le schéma vaccinal, hein, ça vous le connaissez, sur ce qui est demandé. Alors, mais il y a quand même un point aussi de vie concernant la gestion des salariés suspendus, parce qu'effectivement, il y a plusieurs solutions qui peuvent, vraiment, selon chaque cas, il y aura des solutions différentes. Et pour vous dire de ne pas hésiter à nous solliciter sur le chat ou bien en direct pour qu'on puisse, dans vos cas précis, sur certains questionnements, pouvoir vous répondre, puisque là, on parle en général. Mais évidemment, c'est juste impossible, là, en quelques minutes, d'envisager chaque cas et chaque officine est différente. Évidemment. Donc, vous pouvez très bien dire, OK, statu quo, hein, vous dites, voilà, vous souhaitez vous laissez le salarié suspendu, hein, c'est possible, et vous le faites travailler quand il revient parce qu'il a eu le Covid. Ça, c'est tout à fait possible. Après, je sais qu'il y a certains, ça pose problème parce que vous êtes obligé vous continuez de payer la protection sociale complémentaire de certains salariés suspendus. Il n'y a pas encore de vrai casse-tête. Donc voilà, donc évidemment, ça c'est quelque chose qui peut peut-être vous pousser à un moment donné de dire ok, j'ai pas envie de payer pour rien, de dire qu'est-ce que je peux faire par la suite. Alors, il reste quand même toujours la solution de la vaccination. Vous pouvez quand même proposer notamment le Novavax, puisque peut-être que c'est que l'ARN messager qui pose problème. Donc en plus, s'ils ont eu 1 ou 2 Covid, c'est plus que 1 ou 2 doses, il n'y a pas besoin de 3 doses. Sinon, une autre option, c'est une option qui est peu risquée, c'est de demander le salarié de démissionner, enfin de lui suggérer de démissionner, de dire voilà, tu n'as pas envie qu'on règle la situation, surtout si vous savez par exemple qu'il exerce une autre activité, ce qu'il a parfaitement le droit de faire, puisque ça n'a pas été interdit dans la loi, mais par contre, il peut toujours refuser de démissionner. Et ça, vous ne pourrez rien faire contre. Et ensuite, il y a la rupture conventionnelle. Alors, ça, on vous le déconseille quand même un petit peu, parce que ça peut aussi créer un précédent. D'accord ? Vous n'avez pas forcément envie de verser des grosses indemnités à un salarié qui en plus vous a fait défaut quand vous en aviez le plus besoin. Et ça risque de créer un précédent chez d'autres salariés qui se disent, qui étaient peut-être ceux qui étaient un peu fragilisés, qui se disent tiens,
machin a reçu une indemnité, il a fait sa rupture conventionnelle, ben, pourquoi est-ce que moi je ne le tenterai pas? Voilà, donc ça, c'est un risque clair que vous avez. Voilà. Alors là, nous allons passer aux interactions que nous avons avec les patients en abordant les vols et les agressions. Voilà, donc on a observé évidemment. Les patients et les tiers, pardon. Oui. Bon, on peut parler de vol dans l'officine ou éventuellement de vol tout court. Donc voilà, les vol, tiers et les patients. Des agressions. Enfin voilà, il y a eu depuis le début de la crise du Covid, on a effectivement constaté une augmentation significative des vols et des agressions en officine. C'est clair, net, malheureusement. Et donc, et c'est pas forcément physique, c'est aussi des agressions verbales, matérielles. Et c'était notamment marqué, très très marqué sur la période du premier confinement. Et en 2021, les chiffres ont quasiment doublé par rapport à 2020. Donc on sent bien cette grosse tension. Donc, que nous avons malheureusement qui a été vraiment très forte pour nous en fin d'année 2021, donc en tout cas pour les Antilles. Donc évidemment, vous y êtes confrontés, vos collaborateurs y sont confrontés, alors souvent au quotidien. Donc voilà, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une précarisation des populations fragiles, puisque c'est toujours les plus fragiles qui se précarisent encore davantage en période de crise. Il y a une dégradation de l'état de santé de certains malades, il y a une augmentation des pathologies chroniques, donc liées au contexte économique, à une prise de charge qui a été altérée, et une souffrance psychique, stress, dépression. Il peut y avoir des violences familiales, une augmentation des addictions. Donc forcément, chez certains, si tout ça se combine, forcément, vous allez avoir des patients qui sont tous sauf zen quand ils se présentent chez vous à l'officine. Donc, en effet, Ludovic, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est ça, parce qu'en fait, j'allais vous poser la question, mais qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous sommes au comptoir, nous avons quelqu'un qui nous invective. Bon, alors certes, maintenant, on a les protections en plexi, mais nous avons quelqu'un qui nous invective, en supposant qu'il n'y ait pas de protection plexi ou qu'on soit dans une zone où on est en direct. Quelqu'un nous frappe, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qui est important, c'est si vraiment vous avez quelqu'un de très violent. Donc là, on parle vraiment quelqu'un qui va en venir aux mains, éventuellement qui vous menace avec peut-être même avec une arme. Donc là, l'arme, on verra après, puisque là, on fait déjà quelqu'un qui nous sans arme. Sans arme, alors c'est toujours n'opposez pas de résistance, d'accord? N'essayez pas d'opposer une résistance. On ne veut pas déclencher l'agressivité. Donc là, c'est ce qu'on vous disait avant, c'est essayer de vous dire, ok, c'est pas forcément à moi personnellement qu'il en veut, c'est vraiment à la profession, d'accord? Donc, et si ça vient vraiment à l'agression physique, il faut, si vous le pouvez, vous observez les personnes, il faut pouvoir les identifier ensuite, ça c'est important. Dès que possible, vous prévenez la police, peut-être aussi que vous êtes déjà dans le bureau, vous voyez ça sur vos écrans de surveillance. Donc dans ce cas-là, voilà, vous allez directement, soit vous avez une alarme silencieuse, ou vous appelez directement le 17 depuis un fixe, le 112 depuis un mobile, vous appelez la gendarmerie et vous essayez de conserver au mieux les éventuelles preuves sur place. Voilà, ça peut être, ça c'est un réflexe à avoir. Et les forces de l'ordre vont après vous dire comment porter plainte, déposer une main courante en fonction de la gravité de la situation. Et très important aussi, déclarer vraiment votre agression à l'ordre et éventuellement à votre assurance en fonction de la situation, mais vraiment dites-le à l'ordre, parce que l'ordre aussi a un poids derrière au niveau local pour dire attendez, là, en une semaine, on a eu 3 agressions de pharmaciens. À un moment donné, il faut peut-être réagir. Voilà, donc c'est très important que l'ordre soit au courant. Parce que c'est vrai que grâce à l'ordre, nous aurons, malheureusement, il faut quantifier. Donc, il est certain que si personne ne déclare une agression,
ce n'est pas reconnu. Donc, on ne sait pas quels sont les chiffres, on ne sait pas qu'il y a des agressions. Et l'ordre est là pour ça, pour justement vérifier ce qui se passe dans les officines en termes, entre autres, d'agressions physiques, et pour pouvoir ainsi apporter des réponses qui soient peut-être, qui serviront au plus grand nombre, au vu de déclarations qui seraient conjointes et répétées. Voilà. Et donc, dernier cas, évidemment. Ça, c'est quand même le pire. Ouais. Malheureusement, on arrive avec une arme. C'est arrivé. C'est des choses qui voilà, tout. Parce que vous êtes aussi des commerçants. Hein, vous avez une caisse. Il peut y avoir de l'argent liquide, pas forcément beaucoup. On a de plus en plus du paiement sans contact. Mais vous vendez aussi vous avez certains médicaments, hein, notamment aussi des stupéfiants qui sont dans votre armoire fort. Donc là aussi, que faire si on se fait braquer? Voilà, arme blanche ou pistolet, n'importe. Première chose vraiment importante, c'est de garder votre calme. Alors, C'est facile à dire. Hein. Oui, clairement. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que c'est important, par exemple, au cours d'une réunion d'équipe, de rappeler ces principes. C'est de dire, voilà, c'est quelque chose qui sera violent, notamment psychologiquement, c'est souvent difficile par la suite. Mais si vous rappelez les règles à vos collaborateurs assez régulièrement au cours de, voilà, c'est pas beaucoup, c'est quelques minutes de leur dire, voilà, si jamais, souvenez-vous, parce que du coup, le moment venu, peut-être qu'ils se souviendront de l'un ou l'autre point. Donc normalement, et ça c'est ce qui est recommandé vraiment, dans toutes les formations, c'est ce qu'on recommande, c'est garder votre calme. Tout le monde lève les mains en l'air. Voilà, on montre, ok, voilà, on est à vos ordres, on vous obéit. Évitez, voilà, ne pas crier pour pas énerver encore davantage la personne en face. Si on vous demande la caisse ou certains médicaments, des stupes, voilà, vous donnez. Et ça, c'est la consigne. Personne ne joue les héros, on s'en fout. C'est pas le moment de faire les héros, en effet. Voilà. Vous donnez. Hein, s'il faut ouvrir le coffre-fort où il y a les stupes, vous donnez. On s'en fiche, c'est pas grave, d'accord? Si vous avez une alarme silencieuse, vous la déclenchez voilà, si vous le pouvez ou dès que vous le pouvez. Et en effet, celui qui est dans le bureau, souvent il y a le titulaire qui est dans son bureau, il a les vidéos. Donc lui, il vient dans la surface en supposant qu'il voit sur son écran qu'il y a un souci. Est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste derrière? Enfin, est-ce qu'il y a une consigne par exemple, sur ce genre de choses? Parce que on peut être derrière et spontanément, est-ce que si on passe devant, ça peut au contraire envenimer une situation parce qu'il peut y avoir un effet de surprise. Exactement. Donc, le mieux, ça peut être, voilà, alors, tout dépendra évidemment de ce qui se passe. Si vous voyez que les personnes, enfin, ça vous le voyez très rapidement, si les personnes veulent la caisse, bon, normalement, les collaborateurs, voilà, ils vont donner les caisses. Maintenant, évidemment, s'ils veulent les stupéfiants, vous allez aussi normalement le voir que, voilà, donc premier réflexe à avoir, évidemment, c'est l'alarme silencieuse. Deuxième réflexe, c'est on appelle la police. La police, si vous en avez le temps, évidemment. Hein, et si vous êtes suffisamment loin de l'action pour pas qu'ils entendent que vous appelez la police, évidemment. Et évidemment, là aussi, vous pouvez dire, OK, à un moment donné, s'il faut que je donne les stupéfiants, il faut bien sortir de votre bureau et aller ouvrir l'armoire. Voilà. Donc ça, c'est au cas par cas où il faut garder votre sang-froid. C'est malheureusement un petit peu... il n'y a pas de règle à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est important, c'est que si jamais vous allez rejoindre vos collaborateurs pour les aider, c'est d'y aller main en l'air, enfin, vraiment de dire, voilà, est-ce que... Ne pas envenimer... faut pas envenimer le truc, quoi. Hein. Voilà. Ça, c'est clair. Et donc, déclarer les agressions par la suite auprès de l'ordre. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel puisqu'on ne veut pas laisser se banaliser les agressions physiques ou verbales, d'ailleurs. Et un autre point aussi, c'est, voilà, je reviens juste sur la slide d'avant, ce qui peut aussi être important, c'est de tenter de mémoriser un maximum de détails sur le ou les agresseurs. Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils ont un accent particulier? Est-ce qu'ils ont des signes distinctifs? Est-ce qu'ils ont un tatouage particulier sur la main? Voilà, une chaîne, la couleur des habits, peu importe. Ça, c'est des choses, on n'y pense pas forcément. Et c'est pour ça que, encore une fois, quand on en parle entre collaborateurs, on peut plus s'y préparer. Voilà. Parce que c'est important, parce que peut-être que
justement, la police va dire « Ah bah oui, mais attendez, cette bande-là ou cette personne-là, on y a déjà été confronté parce qu'il y a tel et tel signe distinctif. » Et ça va forcément derrière aider à une arrestation ultérieure. Voilà, donc ça, c'est des choses assez importantes à mémoriser. Voilà. Évidemment, il y a le support vidéo aussi, puisque nous avons les sociétés de télésurveillance qui vont donc équiper les officines et donc les caméras pourront aider. Donc, vous voyez, avec les sociétés de télésurveillance, autant que possible, avoir des caméras avec une bonne définition. Donc, c'est un coût, mais au moins, en cas de besoin, ce sera bénéfique. Hein. Donc, c'est un investissement qui vaut le coup, on va dire. Voilà. Donc, donc on est pile fini dans les temps. Donc, oui. Oui, parce que c'est voilà. On a passé pile une heure. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez bien évidemment aussi, si vous nous regardez en replay dans les jours qui viennent, vous pouvez bien évidemment aussi poser les questions directement dans le chat ou par tout autre moyen. Et on vous répondra évidemment avec plaisir à toutes vos questions. Et voilà, je laisse Léa conclure et puis laisser prendre date d'ores et déjà pour le prochain webinaire. Alors là, vous avez vu, hein, nous avons commencé par vous présenter l'URPS parce que il y a les syndicats, il y a l'ordre et puis il y a également l'URPS, que vous ayez une vision un peu plus précise des instances qui vous représentent. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des situations de crise au sein de l'officine. Donc, c'était notre rendez-vous du 18 mai 2022. Et en juin, nous allons revenir sur à la fois notre plateforme Macasa, mais également les questions de recrutement. Donc, pour la rentrée, nous referons le point. Vous verrez également sur notre site internet que les sujets abordés seront la sortie hospitalière et la coopération interprofessionnelle, par exemple avec les MSP ou encore les équipes de soins primaires, les CPTS, etc. Nous verrons tout cela en octobre. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis en live ou en différé. Et nous sommes à vos côtés. Si vous avez des questions, donc n'oubliez pas, il y a le chat donc, de l'URPS. Il y a également le site internet. Donc, vous avez vraiment plusieurs biais pour nous joindre en cas de besoin. Donc, à très bientôt. Au revoir. À bientôt.